J'ai initié donc un projet de recherche sur des maladies génétiques pour essayer de comprendre quels étaient les gènes impliqués et puis petit à petit avoir des applications du point de vue du diagnostic, la compréhension de ces maladies et dans certains cas le traitement. Puis dans ces dernières années, je me suis intéressé à deux choses en particulier. D'une part, en fait, ce qu'on appelle la déficience intellectuelle, et avec ou sans autisme, avec ou sans épilepsie, c'est pas une maladie, c'est en fait plus de 500, peut-être près de 1000 maladies rares, disons en tout cas pour 60% des patients. Et donc, il s'agit, de pouvoir faire le diagnostic. Quelle est la maladie? Parce que, par exemple, la récurrence ou la spécificité de la maladie, il faut vraiment savoir laquelle c'est. Et donc ça, il y a eu une révolution dans le séquençage d'ADN qui fait qu'on peut maintenant répondre à ce qui était impossible il y a 10 ans. Donc, alors là, ici, c'est l'analyse d'un petit garçon qui a une déficience intellectuelle et on essaye de chercher la cause de sa déficience intellectuelle. Donc, vous avez ici, on a séquencé l'ensemble du génome de l'enfant et de chacun de ses parents. Et donc, ce qu'on va chercher, on est à la recherche d'une mutation qui est apparue chez l'enfant et qui n'était pas présente chez les parents. Ici, vous avez chez cet enfant-là la base normale, ici qui est un A. Mais vous avez aussi, dans la moitié de ces séquences, vous avez un G à la place du A. Et donc, c'est une variation de la séquence d'ADN qui va causer un problème au niveau de la protéine qui va être fabriquée par ce gène. Et vous voyez que la variation n'est pas présente chez les parents, puisque eux, les parents, ils ont à chaque fois un A dans toutes leurs séquences qui ont été générées à partir d'eux. Donc là, on a vraiment trouvé une variation qui est potentiellement intéressante et qui pourrait nous permettre d'expliquer la déficience intellectuelle de l'enfant. Et donc, on a beaucoup développé les stratégies pour pouvoir faire du diagnostic, donc avec Amélie Piton. Donc ça, c'est une première chose. Mais ensuite, ces 500 ou 800 maladies rares, finalement, on voudrait connaître pour chacune d'entre elles quelles sont ses spécificités, quelles sont l'évolution. Est-ce que ça va s'aggraver? Est-ce que ça va rester stable? Est-ce que les enfants vont apprendre à parler? Ou est-ce qu'ils vont avoir de l'épilepsie ou d'autres problèmes? Et en fait, c'est 500 ou 1000 maladies. Et je me suis rendu compte que si on comptait uniquement sur les professionnels, parce que chacune est individuellement très rare, ça ne marcherait pas. Donc ça serait très difficile. Et donc j'ai lancé ce projet, donc avec Florent Collin, de base de données et qui sera aussi un réseau social sur ces maladies, qui est international. Sur ce premier graphique assez synthétique, on voit qu'une partie importante des patients qui sont sur le site ont des troubles importants de la lecture. Sur ce second graphique qui est plus longitudinal, qui permet de représenter ces informations au cours de la vie des patients, on voit comment cette capacité de lecture évolue, ce qui permet donc de mieux quantifier, mieux comprendre comment cette capacité de lecture pose un problème au cours de la vie du patient. En fait, c'est les parents des enfants atteints qui vont répondre à un questionnaire structuré qui est en plusieurs langues, il est déjà en 5 langues différentes, pour pouvoir petit à petit accumuler les connaissances et pouvoir les redonner aux professionnels, mais aux familles aussi, parce que finalement, c'est la question, mon enfant a été diagnostiqué avec une mutation dans le gène SHANK3, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que ça va empirer? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut surveiller? Est-ce qu'il va finir par apprendre quelque chose, etc. Et souvent, on n'en sait rien parce que le médecin il n'en a jamais vu. Il y a très peu de données dans la littérature. Donc,